Jean-Jacques, j'ai une question par rapport à ce que tu disais sur les codes miniers. Donc, c'est un des points à regarder de manière très précise quand on est un investisseur ou un opérateur dans le secteur minier. Est-ce que tu as une vision sur les pays africains les plus attractifs aujourd'hui du point de vue du code minier? On a bien compris qu'il y avait des points communs, qu'il y avait des mesures, je dirais, qui vont un peu aujourd'hui dans le même sens et qui visent à renforcer un certain nombre d'obligations pour les investisseurs. Cela dit, du point de vue donc, du droit minier, de l'attractivité, quels sont les droits miniers, donc du point de vue de l'investisseur, qui sont les moins contraignants en fait aujourd'hui? Et je ne sais pas si on peut poser la question comme ça. Qu'est-ce que tu répondrais? Alors, oui, c'est une bonne question, Jean-Pierre. Je dirais que déjà, ces pays ne travaillent pas de façon isolée les unes par rapport, les uns par rapport aux autres, puisque comme je l'indiquais très souvent, ils sont aidés par des experts internationaux de la Banque mondiale ou d'autres. Et donc, les nouveaux codes miniers qui se sont mis en place dans la plupart des pays depuis une vingtaine d'années se ressemblent fortement. Et donc, pour répondre directement à la question, aujourd'hui, il est difficile de dire qu'il y a un pays ou quelques pays où les codes miniers sont plus favorables. Alors, il peut y avoir des petites différences, évidemment, sur la nature ou sur le montant des contributions, en particulier aux fonds miniers, sociaux et autres. Euh, on a eu des exemples de pays qui ont poussé, pour prendre une expression triviale, le bouchon un petit peu plus loin, et finalement, ils ont dû revenir en arrière aussi, parce que, mine de rien, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, les exploitants ne peuvent pas non plus accepter tout et n'importe quoi, et donc, ils ont été obligés de revoir à la baisse leurs prétentions et de revoir leur code minier. Et l'exemple que je connais qui est le plus probant là-dedans, d'ailleurs, et ça répond en partie à une question que posait le président Giros tout à l'heure sur le fait que Simandou a mis 40 ans à être développé. Alors, ce n'est pas les 40 ans qui sont expliqués par ça, mais il y a une partie du retard qui est due au fait que la Guinée avait mis en place un code minier qui était extrêmement contraignant à la fin des années 2000 et sous je dirais pas la pression, mais sous le fait que les investisseurs y allaient vraiment très très lentement, s'est rendu compte qu'il fallait revoir ses prétentions et s'aligner sur d'autres pays. Donc, en bref, pour répondre à ta question, il n'y a pas vraiment de pays plus faciles que d'autres. Je dirais qu'il y a des pays qui sont peut-être plus souples dans l'application, qui permettent une progressivité. Un pays comme la Tanzanie, par exemple, c'est un pays qui a une approche très pragmatique de ses obligations. Madagascar aussi a une approche plutôt pragmatique. On peut discuter avec les autorités, mais d'une façon générale, je dirais qu'il n'y a pas de pays très facile ou de pays très très difficile. Ça n'existe plus. Bien, tu nous fais une réponse, je dirais, équilibrée. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, sur ce point, et pour aller dans le sens de Jean-Jacques Jung, moi j'étais expert minier de banque, donc j'ai vécu ça. Je crois qu'il y a deux sujets. Il y a le droit minier, donc avec un certain nombre de règles de type juridique et autres, et la manière dont elles sont appliquées, le premier sujet. Et puis il y a un deuxième sujet qui sont les niveaux des taux de redevance, des taxes et autres. Et ces deux sujets, l'ensemble compte, mais il faut bien voir l'un et l'autre. Personnellement, j'ai fait de la prospection minière il y a 50 ans pour le CEA en Indonésie. Nous cherchions de l'uranium. Et en fait, nous avons abandonné les prospects parce que juste à cette époque-là, l'Indonésie a changé les règles vis-à-vis des pétroliers sur la manière dont les redevances basculaient entre le moment où c'était simplement le remboursement de l'investissement et puis le moment où c'était vraiment la rente qui était exploitée. Et ils ont basculé les règles de manière tellement sévère qu'on s'est dit au CEA, c'est pas la peine d'assister parce qu'ils vont nous faire le même coup. Donc ça, c'est un premier sujet. Un deuxième sujet sur l'évolution des règles et des comportements. J'ai le sentiment, voilà, c'était il y a 40 ans, j'étais expert minier à la BNP, j'ai l'impression qu'il y avait un comportement différent à l'époque entre entre les exploitants miniers, les mineurs,
et les pétroliers. Parce que le métier de pétrolier amont, et je connais bien ça parce que à l'Institut français du pétrole, j'ai développé le forage horizontal, donc je connais ce milieu-là. Le pétrolier amont, c'est souvent quelqu'un, c'est un chasseur-cueilleur, c'est-à-dire qu'il fait un investissement, il veut que son investissement soit rentabilisé dans les 3 ans. Dans les 3 ans, on peut espérer que la situation politique ne va pas trop changer. Puis après, bon, s'il continue, il se fait du gras, sinon, ben, tant pis. Le mineur, lui, il est là pour 30 ans. Parce qu'il investit, il reste longtemps. C'est un sédentaire. C'est comme un paysan. Il ne peut pas partir comme ça. Et donc, il fait beaucoup plus attention à avoir des garanties, à faire que s'il reste là, il reste pour longtemps. Et d'ailleurs, il y a des mécanismes financiers du genre financement sur projet qui ont été faits pour que justement, ce soit l'argent de la banque, une banque internationale, qui soit bloqué. Et donc, si le pays devient plus difficile, eh ben, cette banque, elle le blacklist. Et puis, ça se connaît, parce que tous les banquiers se connaissent et font pareil. Donc, ça, c'est pas la Shell ou anglo-américaine ou autre qui perd là-dedans, c'est la banque. Et donc, le pays est beaucoup plus calme. J'ai le sentiment que les choses ont évolué, mais justement, dans le domaine pétrolier, ce que je vois où ils doivent faire plus et faire plus attention, je vois que dans certains pays, des compagnies françaises, mais pas uniquement, s'intéressent à l'offshore parce que c'est moins dangereux. Au large de l'Angola, par exemple, mais bon, au Nigeria, des pays comme ça, parce qu'ils se disent à terre, oulala, oulala. Tandis qu'offshore, et là, il n'y a pas de retombée immédiate parce que l'offshore, c'est traité tout à fait par bateau depuis l'extérieur, pas nécessairement des ports du pays. Voilà quelques commentaires. Je ne sais pas quel est ton sentiment sur cette évolution que je crois percevoir. Oui, vous avez, je suis complètement d'accord sur ce que vous avez dit sur le secteur pétrolier. Effectivement, aujourd'hui, et je connais bien le Nigeria pour y avoir travaillé quelques années, les pétroliers qui peuvent développer des champs en offshore sont en général très, très heureux de pouvoir le faire et essayent de se dégager des champs onshore. Ceci étant, il y a des pays où malheureusement, ben, c'est pas possible parce que ben, soit ça n'existe pas, l'offshore, soit c'est trop compliqué, etc. Et donc, on a quand même un certain nombre de productions pétrolières qui aujourd'hui se passent onshore et qui, à ce moment-là, sont soumis aux mêmes contraintes que les exploitations minières. Quant à la durée, on va dire, le payback, malheureusement, aujourd'hui, les grands développements pétroliers ont aujourd'hui aussi des paybacks qui sont beaucoup, beaucoup plus importants que les 3 ans dont vous parliez. Vous avez raison, Ouais, ça a été le cas. Voilà, je dirais que il y a eu une convergence, ça va plaire à Jean-Pierre, mais il y a une convergence un petit peu des façons de travailler, des obligations aussi entre le secteur pétrolier et le secteur minier. C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, et j'ai travaillé dans les deux secteurs, un peu comme vous, ben, on travaille de façon beaucoup plus similaire que ça n'a été le cas effectivement dans les années 80-90. Jean-Jacques, merci beaucoup pour ton intervention. On aura l'occasion, pour ceux qui ont des rendez-vous avec lui, de poursuivre l'échange. Ce que je voudrais, là, parce qu'on a pris un petit quart d'heure de retard, donc on va passer, enfin terminer avec l'intervention de Jean-Louis Gaillard. Et ensuite, là, on fera 3 minutes de pause avant de passer dans la plénière numéro 2. Donc, à toi, Jean-Louis, pour le sujet donc des challenges autour des normes dans le secteur minier. Et je rappelle que Jean-Louis Gaillard est le vice-président de l'ACP Énergie, qui est le partenaire de convergence pour cette opération. À toi, Jean-Louis. Merci, Jean-Pierre. Je vais vous proposer de souffler un petit peu et de parler de considérations humaines et environnementales dans le secteur, dans l'extraction minière. Alors, pourquoi je suis habilité à vous en parler après physique-chimie à l'Israël de Paris et 2 années de recherche à l'Institut français du pétrole. J'ai fait une licence de sociologie à Vincennes. Voilà. Donc, c'est un sujet qui me passionnait, qui m'a toujours passionné, y compris au tout début. L'association des consultants, l'ACP Énergie, donc, existe depuis 32 ans. C'était l'association des consultants pétroliers. Et depuis 6 ans, c'est devenu ACP Énergie. Vous voyez ici tous les domaines d'expertise.
dans lequel nous sommes, à la fois évidemment dans le domaine pétrolier, dans les énergies renouvelables, dans les mines, et en transversal, en formation, HSE et assistance technique. Quand on clique sur le site et quand on clique sur chacune des boîtes, on est en phase de mini-CV de l'association. Nos membres partenaires, nous avons une quinzaine de membres partenaires qui travaillent dans les différents domaines de nos interventions, que ce soit en toute l'assistance dans la chaîne pétrolière, mais évidemment aussi dans la partie renouvelable, et évidemment aussi dans la certification, la formation. Voilà, ça nous permet d'avoir avec nos membres individuels une couverture assez forte, en particulier sur le territoire africain. Le groupe Mines a été créé en 2013. C'était à l'époque avec Total, dans le cadre du projet Mo-Nord, où il s'agissait de trouver une suite pour les investissements faits dans le cadre du projet, investissements en formation et en infrastructure. Depuis, à l'époque, on travaillait évidemment, puisque c'était pour ce projet à Pointe-Noire, on travaillait sur la potasse et on a bâti une compétence que vous pouvez retrouver dans le groupe Mines, dont je vous parlais, vous pouvez retrouver même des films. Le point fort dans la partie minière, c'est depuis 2023, on fait 9 réunions de travail, vous les retrouvez aussi, avec une quinzaine de participants réguliers. Ça correspond à un investissement de 2 milliards de travail, 100 000 euros d'investissement de 2020. Les études que vous verrez sont des études potentielles ou en cours en France, le projet Mili, en Algérie, on a parlé tout à l'heure de l'Algérie, en Mauritanie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Ghana, en Guinée, au Gabon, au Congo, en RDC, en Namibie, à Madagascar, au Kazakhstan, etc. Et on a particulièrement travaillé sur les études d'impact et de challenge RSE. On a aussi travaillé sur une offre de services groupés entre les membres partenaires et nos membres individuels. Ici, vous avez la liste quand vous allez sur acp-energie.org et que vous allez dans Groupe Mines Actualité. Vous allez trouver donc ces différentes comptes rendus. Il suffit de cliquer dessus pour avoir des comptes rendus avec les informations correspondantes. Le RSE dans les mines en Afrique, si vous cliquez dessus, vous allez aussi aller sur une des actualités de notre site. Voilà, donc vous verrez ici quelque chose d'assez complet qui va vous permettre de comprendre ou de réviser un certain nombre d'éléments assez fondamentaux. On est parti évidemment, c'était Mining Aid Africa, hein, c'était il y a un an. Bon, je passe très rapidement, mais je ne vais pas tout dérouler. On a parlé des études d'impact environnemental et social. Et surtout, on a insisté sur cette thèse qui a été faite par le Québec en 2012, je crois, sur 4 pays. Vous cliquez dessus et vous aurez les 120 pages de la thèse. C'est très intéressant. Et ça nous a beaucoup inspiré, ça nous a beaucoup accompagné dans nos réflexions. Ils ne peuvent pas encore cliquer. Hein, non, mais bon, voilà, je ne clique pas. Je vous le ferai parce que vraiment, ça s'évite très facilement. C'est 4 pays africains, Madagascar. Tout le monde recevra le document. Oui. Madagascar, Mali, Côte d'Ivoire et je pense que Burkina Faso. Alors, on y trouve plein de choses et nous-mêmes, nous avons, comme je disais, nous nous sommes fait accompagner par cette thèse. Nous avons des relations étroites avec le Québec depuis, et Jean-Pierre en parlera tout à l'heure, ou même un professeur du Québec, je n'en dis pas plus. En fait, on a vu qu'il y avait un... Alors, ça, c'est simplement ce que vous retrouvez en RSE. Il y a un durcissement, enrichissement des exigences, responsabilité sociale et environnementale. En particulier sur la dimension sociale, politique et territoriale. Avec une attente déçue
de participation citoyenne, de construction et de prise en compte des retombées. En fait, si on parle de contestation, on voit que les contestations principales se trouvent dans une absence de débat préalable, sincère et ouvert. Et même la question de quelle est l'opportunité d'ouvrir cette mine ici. Alors, on a eu le débat, les débats contradictoires à Échassières pour la mine de lithium en France. Elles sont très riches sur le sujet. Vous retrouvez la totalité des débats aussi sur le site. Et ça, ce n'est pas résolu par de simples démarches pédagogiques et compensatoires. Ça ne marche pas. Alors, on a un petit peu essayé de fouiller ce qui se passait au Canada. Alors, pourquoi le Canada? Parce que le Canada a une histoire très importante, très longue, dans le domaine des mines, et de partenariat avec les communautés autochtones, qui ont été évidemment impactées de première recherche. Et donc, fort de ça, le Canada a mis en place un certain nombre de règles, et ils se sont aperçus que malgré ces règles, quand ils étaient en Afrique, ils sont très présents en Afrique, ils retrouvent les mêmes problèmes et ils retrouvent des revendications qui sont difficiles à gérer. Alors, ils ont mis en place des grilles d'évaluation, de l'engagement communautaire, de gouvernance, d'économie locale, protection de l'environnement. Et en fait, ils sont arrivés à développer ce qu'on appelle la licence sociale d'opérer, qui est donc l'acceptation par les communautés locales et qui, pour eux, est du même ressort que la licence légale délivrée par l'État. Elle n'a pas moins de valeur que la licence légale délivrée par l'État. Certains disaient qu'en France, on avait abandonné le domaine minier. Je peux vous dire que je vais à des réunions, c'était encore il y a 2 jours, c'était piloté par le CNRS, parce que le CNRS s'est approprié ces plans de recherche. Évidemment, ils se font appuyer par les écoles de mines, qui sont encore très présentes en France, par les opérateurs miniers. Voilà, donc il y a vraiment une volonté de mettre en avant cette revendication des communautés locales. Et la mine responsable a un certain nombre de normes, de critères. On a évoqué Irma, on dira un mot, mais pour améliorer amélioration continue des performances. Donc j'ai parlé de difficultés, de normes responsables. Et il y en a une autre, c'est la lourdeur, et c'est l'enclenchement trop tardif avec la participation citoyenne trop limitée. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'était pas hier, ce n'était pas l'année dernière, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gars, vous êtes bien gentils, vous avez une norme IRMA, c'est parfait, et Ramet donc au Gabon, qu'on a rencontré, il nous a dit mais c'est trop lourd, je ne vais pas y arriver. Alors que Ramet s'est engagé sur IRMA, je ne vais pas y arriver, j'ai d'autres priorités. Je cite. Donc trop lourd, en particulier pour les petites mines et les mines moyennes. Et en plus, la participation citoyenne de ces normes est trop limitée. Donc finalement, on a besoin d'une norme simplifiée et on a besoin d'une norme qui se trouve en amont du cycle minier. Qu'est-ce que ça veut dire en amont? Ça veut dire avant et pendant l'étude de faisabilité. C'est-à-dire sur la partie exploration, et les miniers, quand ils parlent d'exploration, ça intègre l'étude de faisabilité qui se fait à la fin de l'exploration. Donc cette norme, elle couvre à la fois l'exploration, les contacts avec les populations autochtones, tout on peut imaginer, et l'étude des impacts tels qu'ils sont envisagés par l'étude de faisabilité avec les solutions que l'opérateur se propose d'apporter à ces impacts. Et tout ça doit se faire avec l'implication des experts locaux. Bon. Donc, l'Université du Québec, avec l'Association d'exploration minière, l'AEMQ, pour les petites mines et mines moyennes, a mis en place une norme de bonne pratique relative au développement responsable.
C'est en amont du processus minier, c'est sur l'exploration minière, et ça inclut l'étude de faisabilité du projet. Ils ont mis ça en place, et maintenant, sur le Québec, largement, il y a une centaine de mines maintenant qui sont sur la norme. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Et on en parle tout à l'heure, je vais m'arrêter justement, parce que je ne veux pas aborder. Maintenant, je vais parler du deuxième point, qui est l'application locale. Il se trouve que plusieurs pays africains disposent d'universités de géologie, pas forcément de mines, mais de géologie. Ils appellent ça souvent Institut des sciences de la Terre, comme à Dakar. On en parlera là aussi. Avec leurs ressources en enseignement et recherche, qui pourraient apporter l'implication judiciaire des experts locaux. Donc on s'est dit au fond, voilà, eh bien, les locaux, on va le faire avec des locaux. Les locaux, on les connaît parce que certaines de ces centres ont été mis en place par Mine Paris, par Mine Nancy, par l'IMT d'Alès. Voilà, il n'y en a que quelques-unes qui sont là, qui sont des universités africaines. Et toutes ces écoles de mines qui sont opérationnelles en France actuellement. Il y a aussi Liège, parce que la Belgique fait partie de la même organisation au sein de la Société de l'industrie minérale dont nous faisons partie. Voilà, c'est tout. Merci. Une question, Jean-Louis. Tu dis, donc, ton message, hein, c'est s'appuyer finalement sur les instituts, les écoles africaines notamment, pour mettre en place ces normes RSE qui sont aujourd'hui manquantes. Bon, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Parce que les études, les instituts et les écoles, il y en a depuis longtemps en Afrique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un autre levier qu'il faut activer aussi? Je vais tenter une réponse et j'ai des experts autour de moi qui vont pouvoir corriger, qui se sentent libres de corriger. La normalisation est conçue comme un effet pyramidal. C'est quelque chose qui vient du haut, qui vient du siège. Et Rabet qui dit « je vais mettre Irma sur tous mes sites ». Boum, et puis les gars, vous vous débrouillez. Si vous n'êtes pas d'accord, ça va faire du grabuge. Voilà. Et en plus, alors après, ils assignent le directeur du site de mettre en place la norme. Et le directeur du site, il a un checklist. Bon, il a du boulot par ailleurs, parce que il y a un certain nombre de problèmes qui sont souvent des problèmes techniques, des problèmes de sécurité, etc., qui peuvent se retrouver dans la norme, mais il n'a pas tellement envie de faire du préventif. Il est déjà dans le curatif parce qu'on arrive trop tard. En plus, souvent, on arrive trop tard. Et puis, il y a la pression du management de dire comment ça se fait, vous n'y seriez pas encore, c'est pas possible, nous, on en a besoin pour discuter avec le pays. Voilà, et du coup, on n'a pas le temps de mettre en place quelque chose spontané. Il faut faire du proactif. C'est ce qu'on avait conclu avec Total dans notre sujet du local comptable. Il faut prévoir. Il faut mettre en place des partenariats. Il faut réactiver les partenariats qu'on a. C'est ce qu'on va faire, en particulier aujourd'hui, demain, avec Dakar, pour réactiver et on a Unilassal qui est avec nous, hein, qui est une école de formation géologie, mais aussi d'exploitation minière, qui est déjà en partenariat avec certains instituts africains. Donc, il faut remettre en route ces partenariats en ciblant l'accompagnement du RSE. Monsieur Dussolier, je crois, c'est de Unilassal, est-ce qu'il est là? Est-ce que vous voulez commenter par rapport à ce que vient de dire Jean-Louis? Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Effectivement, donc Unilassal, donc on est une école d'ingénieurs donc basée en France, notamment avec des diplômes en géologie et environnement. Et nous avons deux formations, une formation de bachelor à côté de la formation d'ingénieur. Et nous avons aussi des partenariats avec des établissements en Afrique, notamment une prépa qui s'appelle la prépa VOGT, qui est à Yaoundé au Cameroun, qui est une école qui forme des jeunes pour après intégrer notre école d'ingénieurs. C'est un cursus sur 3 ans. Donc ça, c'est par rapport à notre établissement. Et puis, notre domaine on intervient
Dans notre domaine, dans notre formation, on forme donc des géologues, mais également qui apprennent les applications dans différents domaines. Donc, domaine de l'exploration minière, domaine de l'exploitation minière, mais aussi dans le domaine aussi de la rémédiation des sites et sols pollués, de la géotechnique Benoît, et de vous de couper, mais l'hydrogéologie. je voulais juste que vous disiez ce que vous pensiez par rapport à ce que disait Jean-Louis là, sur le rôle des établissements de formation par rapport à la mise en place des normes RSE dans les mines africaines. Quel est votre avis là-dessus? Bon, excusez-moi de ne pas avoir répondu à cette question aussi rapidement. Bon, j'ai moins l'habitude de passer par. Passer par les universités, c'est intéressant, mais je dirais que vois aussi un autre levier, c'est de passer par les organismes de coopération internationale. Étant moi-même un ancien de la coopération allemande, je sais que c'était quelque chose qui est très répandu, notamment dans la coopération allemande, d'accompagner le ministère des Mines, de réaliser des ateliers multipartites et ensuite de réfléchir des nouvelles normes. Et donc, par exemple, dans notre cas, ça serait de voir si l'AFD propose aussi ce genre de choses pour avancer sur l'établissement de normes. Très intéressant. Merci. Ça intéressera votre réponse. On verra ce que répond Monsieur André Huffert tout à l'heure. Jean-Pierre, qui est à l'agence EIT Raw Materials basée à Berlin. Jean-Pierre, Il aura des idées là-dessus. Ce que je voudrais merci beaucoup pour ton intervention, Jean-Louis. Ce que je voudrais vous proposer, parce qu'on a pris un peu de retard par rapport au planning, et ce que je voudrais, c'est qu'on essaie de le rattraper avec notamment là maintenant, donc on passe à la plénière 2, qui est en fait la séquence où sont expliquées, présentées, développées des expertises, des initiatives, des success stories qui permettent d'apporter des réponses aux enjeux que nous avons largement expliqués, commentés jusqu'à présent. Arnold, alors, si tu veux bien, tu avais prévu, je crois, un quart d'heure. Essaie de faire ça en 5 minutes, s'il te plaît, pour qu'on essaie parce que je suis sûr qu'on va à l'essentiel sur ce que tu voulais présenter, si tu veux bien. Je passe la parole à Arnold, qui est un ingénieur minier et qui va s'exprimer justement sur un sujet très, très majeur qui est souvent sous-estimé dans le secteur minier, c'est les études de faisabilité. À toi, Arnold. alors, bonjour, j'espère que je suis audible. Tout le monde me reçoit? T'entends très bien. Ok. C'est vrai que j'aurais voulu réagir à la question posée à Jean-Louis. Tu permets? Ok. Allô? Oui. Vas-y, Arnold, ne te laisse pas dérouter. Alors, j'aurais voulu réagir à la question posée précédemment à Jean-Louis. Est-ce que tu me le permets? Vas-y. Alors, l'intérêt porté sur les écoles, il est à 2 niveaux. Premier niveau, évidemment, former les étudiants des écoles des mines en Afrique, ce sont les futurs acteurs des compagnies minières, les futurs décideurs de l'avenir, des futurs membres de gouvernement et des organismes non gouvernementaux. Donc, qu'ils intègrent déjà dans leur cursus, dans leur état d'esprit, la pensée ESG ou RSE, c'est tout bénef pour qu'une fois en position de décision, qu'ils puissent l'intégrer. Le deuxième intérêt, c'est que axer l'application des normes, la compréhension des normes dans les écoles va permettre effectivement que les écoles, en termes de prestation de services, puissent accompagner les entreprises sur l'application de ces normes. Alors, ce que Jean-Louis peut-être n'a pas dit, c'est que concernant les normes IRMA et peut-être Ecologo plus tard, vous verrez que pour le moment, il y a très peu d'écoles qui fournissent des accompagnements aux entreprises à ce sujet. Par exemple, vous verrez que dans le cadre d'Orano, Mine Paris, par exemple, est un support. Je crois qu'il y a d'autres écoles en Orléans qui sont des supports qui, en laboratoire,
fournissent des outils de décision, aux entreprises. Donc, voilà les deux niveaux, les deux intérêts, pour moi, à mon avis, qui justifient qu'on se penche plus sur les écoles pour le faire aujourd'hui. Et je vais aussi ajouter, dernier point, c'est que les normes environnementales sont dynamiques. La compréhension qu'on a de la gestion environnementale, des impacts environnementaux, elle est dynamique. Il y a 10 ans, on n'avait pas la même exigence qu'on a aujourd'hui. Et face aux difficultés, face aux multiples crises auxquelles on a fait face, crise sociale, crise économique, crise sécuritaire, eh bien, les organismes internationaux, les organisations d'hommes d'affaires, les États, les institutions, naturellement, ont réfléchi à des solutions et certaines de ces solutions aboutissent à la mise en place des normes. Alors, ça, c'était mon petit commentaire sur la question qui avait été posée à Jean-Louis. Je reviens donc sur mon sujet principalement. Je suis Arnold Saf, je suis ingénieur des mines, je travaille sur la conformité environnementale des mines, la performance environnementale des sites miniers. Actuellement, je suis au Cameroun, je travaille pour le ministère des Mines du Cameroun, pour l'accompagnement sur la mise en place d'un mécanisme de suivi des mines industrielles au moment où le Cameroun est en train de passer en phase d'exploitation industrielle de fer. Parallèlement, je travaille avec des partenaires à la SMB, Société minière de Bokeh sur la bauxite, toujours dans l'accompagnement à la conformité environnementale, ce qu'on appelle de ce côté-là les permitting. J'ai travaillé préalablement dans les carrières au Cameroun et j'ai également travaillé comme ingénieur stagiaire dans mes phases de formation à ce qu'on appelait à l'époque ex-Areva. J'ai fait Arlit, j'ai fait Cominac, en mine souterraine. Donc, je suis très à l'aise dans ce sujet. Je suis naturellement très heureux d'être parmi vous. Je suis diplômé de l'école des mines de Niamey. Je suis également diplômé de Mines Paris. Et voilà. Alors, concernant principalement le sujet, je dois dire que les projets miniers façonnent les territoires pour des décennies, et un peu plus d'ailleurs. Pourtant, les décisions les plus structurantes sont prises bien avant le début de l'exploitation. Dans un contexte actuellement de transition énergétique, le secteur minier est indispensable, mais fortement exposé aujourd'hui aux attentes sociales, environnementales et institutionnelles. La question n'est plus donc de savoir sur la RSE, si la RSE est nécessaire, mais à quel moment elle devient décisive dans le projet minier. Et pour moi, ce moment-là, c'est l'étude de faisabilité. Alors, l'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité, elle a pour objectif d'expliquer et de justifier les choix techniques retenus. Choix techniques, on y voit méthode d'exploitation, type procédé de traitement, métallurgie, minéralurgie, technique de fragmentation, de déterminer la rentabilité du projet avec un niveau suffisant de confiance, de sensibilité, de rentabilité à divers paramètres. Là, on est dans l'économie minière. De préparer le financement du projet. Voilà pourquoi, dans l'étude de faisabilité, la RSE nous permet d'influencer la gestion de l'eau, les pratiques, les procédés techniques, les infrastructures et la stratégie de réhabilitation. La performance environnementale, donc, se conçoit à ce niveau, mais elle ne se corrige pas. On est dans une logique prospective, anticipative. Également, cette étude de faisabilité permet d'identifier les parties prenantes, d'anticiper les impacts territoriaux et de construire l'acceptabilité sociale du projet. Aujourd'hui, nous aimons le dire, sans légitimité sociale, il n'y a pas de stabilité opérationnelle. Ça, je le repense. Sans légitimité sociale, il n'y a pas de stabilité opérationnelle, même si certains disent de le faire accepter à certains. Mais nous en sommes convaincus et nous avons des éléments qui nous garantissent, qui nous confortent dans cette maxime-là. Également, c'est la raison pour laquelle l'étude de faisabilité doit inclure la vie passée du projet et en particulier les études effectuées précédemment et leurs résultats. La description aussi détaillée que possible du projet, entre guillemets, mines, usines, infrastructures, etc., les coûts d'investissement initiaux,
et de renouvellement, ainsi que les coûts opératoires. L'étude de faisabilité doit également inclure la rentabilité prévue du projet et dans toutes ses phases. Concrètement, dans tous les courants miniers, vous verrez que la structure d'une étude de faisabilité, moi je l'ai regroupée en 15 points. Il peut avoir des différences, mais la structure, le squelette d'une étude de faisabilité est presque le même à quelques différences près. Nous avons premièrement la propriété, la localisation, la situation du titre minier. En deuxième étape, on a l'historique du projet, les données de base, les études passées. En troisième étape, on a la description technique du projet. En quatrième, on a l'exploitation minière proprement dite, avec les investissements initiaux, les coûts opératoires. Et en cinquième étape, de la structure de l'étude de faisabilité, on a la description des ressources et la description des réserves exploitables. En sixième étape, on a naturellement le traitement du minerai, la durée de vie de projet, les investissements initiaux et les coûts opératoires y afférents. Septième point, l'étude de faisabilité, les problèmes environnementaux, la gestion de l'eau, les investissements initiaux et les coûts opératoires y afférents. J'ai fait un peu, en effet, mention plus haut. En huitième point, évidemment, les installations annexes, infrastructures, la question de la fourniture de l'énergie, les investissements initiaux et naturellement les coûts y afférents. Neuvième point, c'est la gestion du personnel, les plans de recrutement, le plan de carrière, parallèlement avec les objectifs de local content. Naturellement, on y associe les coûts opérationnels, les coûts de personnel, c'est comme ça qu'on l'appelle. En dixième point, nous avons la vente du produit final, les coûts de vente du produit final. Aspects légaux et fiscaux, on les retrouve au 11e point, tandis qu'au 12e point, nous avons le développement durable et les aspects liés à la transparence et à l'éthique. En 13e point, nous avons les études économiques, les critères de rentabilité, tout ce que vous voulez, taux de rentabilité interne, valeur actualisée nette, payback, etc. En 14e point, nous avons les mécanismes et les procédures de financement du projet. Et naturellement, en 15e point, nous avons la conclusion synthétique du projet. Voilà pourquoi j'ai dit que moi, je les ai regroupés en 15 et dans la plupart des littératures ou dans la plupart, dans la pratique, dans plusieurs pays, vous verrez que ça tourne toujours autour de cela. Il est quand même un inspecteur à l'école. Pardon. Oui. Pardon. Tu partageras tes 15 points. Pardon? Tu nous enverras un document pour tes 15 points. Bien sûr, bien sûr. À l'échelle internationale, quand même, il convient de relever que les projets intégrant la RSE, dès la phase de faisabilité, connaissent de moins en moins des retards. Ces projets maîtrisent mieux leurs coûts à long terme et résistent davantage aux conflits sociaux et réglementaires. Il y a eu, les précédents intervenants ont fait quelque peu mention de cela. L'échec d'un projet minier, donc, il est rarement géologique, de mon point de vue, mais il est plus souvent social et institutionnel ou lié à la gouvernance. Et quand je dis de mon point de vue, c'est mon périmètre d'observation, c'est sur l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, où je dis que l'échec d'un projet minier à ce niveau relève moins des aspects géologiques que des aspects liés au social ou à l'institutionnel ou à la malgouvernance. Donc, en somme, à la fin de ma présentation, parce que j'y suis parvenu, l'étude de faisabilité n'est donc pas un exercice technique neutre, mais c'est un acte de décision stratégique. La RSE n'est pas un supplément, voilà. Elle structure le projet dès son origine et conditionne sa durabilité. Les projets miniers qui réussiront demain sont ceux qui prennent en compte les bonnes décisions d'aujourd'hui. Voilà pour ce qui était de ma petite intervention à ce niveau de la conférence. Merci Arnold, très intéressant. Moi j'ai une question. En préparant un petit peu là, cet événement, j'ai regardé les études de faisabilité. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 niveaux.
Il y a d'abord ce qu'on peut appeler, ou ce que les professionnels appellent le scoping, d'accord? Oui. La première évaluation sur la base d'informations qu'on peut avoir peut-être. Ensuite, il y a une pré-faisabilité et ensuite, il y a l'étude de faisabilité. Tu ne fais pas la distinction entre les Torahs. Pourquoi? Alors, c'est vrai que je suis allé très rapidement au fond, mais en ce qui concerne la différence, on peut la situer à 3 niveaux. Premier niveau, l'étude de préfaisabilité est généralement faite par analogie à d'autres gisements et dans des contextes similaires. Je prends un exemple. Je suis en Afrique équatoriale, je suis au Gabon, j'ai un gisement de rutile et au Cameroun à côté, il y a une mine de rutile dans le même contexte géographique. Il y a une mine de rutile qui existe qui est en opération depuis 20 ans. Alors moi, je développe mon projet de rutile au Gabon pour aller vite. Et peut-être parce que mon niveau de données ne me suffit pas, je fais une étude de préfaisabilité en intégrant les mêmes conditions, les mêmes paramètres que du Cameroun, parce que je suis au Gabon et parce qu'il y a une similitude géographique. Ça, c'est la première chose. Et là, quand je dis similitude, c'est qu'on ne va pas dans le détail, mais on se dit conditions climatiques, par exemple, je prends une donnée simple, conditions pluviométriques qui influencent le rythme de production. Je prends la pluviométrie du Cameroun, parce que je suis au Gabon, je me dis c'est la même zone géographique. Type de sol qui influence la réalisation des routes, du développement du projet. Je prends le même type de sol. Voilà à peu près ce qui se passe, sans pour autant avoir fait des études géotechniques. Mais là, on est au niveau de la préfaisabilité, qu'on se comprenne bien. Alors, l'étude de préfaisabilité également, elle passe en revue les choix, les exploitations à ciel ouvert, les exploitations, la différence, le choix entre l'exploitation à ciel ouvert et l'exploitation souterraine, les méthodes de traitement, la détermination du produit final. Sauf que tout ça se fait sans une étude détaillée, ça se fait par analogie à d'autres types de gisements qui se développent dans un même contexte géographique. Et l'élément capital est ici le niveau de précision. Le niveau de précision, par exemple, d'une étude de préfaisabilité est de 50% près. Tandis que dans l'étude de faisabilité, on est entre 15 et 20% de précision, de détail. Et l'autre élément que je vous ajoute, c'est que dans la classification des ressources et des réserves, vous avez des ressources supposées, des ressources prouvées et des ressources mesurées. Et évidemment, le top, c'est le prouvé parce qu'on a réduit la maille d'échantillonnage, on connaît la teneur, le tonnage de minerais qu'on a sur une surface réduite. Et donc, à une étude de faisabilité, on travaille sur des réserves prouvées. Or, vous avez l'étude de préfaisabilité, on n'a pas encore assez évolué dans la géostatistique, dans la connaissance millimétrée des réserves exploitables, mais avec des ressources indiquées, on peut déjà faire une étude de préfaisabilité. Donc, voilà à peu près les différences entre étude de préfaisabilité et étude de faisabilité. Merci Arnold. Est-ce que s'il y a une question, c'est maintenant pour Arnold. Est-ce qu'il y a une question? Donc, s'il n'y a pas de question, je propose d'avancer, notamment, alors je vais juste vérifier si Monsieur Steve Agbo de la Mineral Commission du Ghana est en ligne. Are you there, Steve? Are you online? En fait, il m'a prévenu qu'il était sur le terrain. He's on the ground. So he may have difficulties to connect, to have a connection, but he told me that it would be there normally. So if he's not, on va lui laisser le temps de se connecter. Et ce qu'on va faire, le voilà en ligne sur WhatsApp. Par contre, sur Zoom, il n'y est pas. Ok, donc on va. I think Andre, you're there, right? Hey, Jean-Pierre, did you call my name? I didn't get it. Hi. Yes.
Good. Hello. Excellent. Good morning. Good morning. Thank you for being here, Andre. So I'm pleased to welcome again Andre in our event. Andre is a project director at EIT Raw Materials, which is a European body in charge of the critical raw material sourcing for Europe. So, and he's working with Africa and through a strategic project. And this strategic project, Andre, you had the occasion to present this project to us. I think it was 2 years ago. And the idea is that you update us with where are we in this project. And as you mentioning in your presentation, you will be answering the question how the CRM Act and the Critical Raw Material Act and Critical Raw Material Facility promote strategic projects in Africa, and you're going to be talking about this project. So it's a very important issue, both for Europe and Africa, this project. And also European countries, and we know that in the room we have European countries, are directly also interested in this project. I leave you the floor, Andre. So go ahead. We are, happy to have you in this event with us. Yeah, thank you, Jean-Pierre, also for the invitation. First question, can you see my screen? Because I shared it from my computer. Is that visible? We do. Okay, then I switch to the presentation mode. It should be even better. Yeah, you can. Yeah. Okay. Good. Let me just see how I get rid of the. Yeah, okay. So, Jean-Pierre, as you were saying, what I'm going to present is actually only 1 year old. I think before we just had a concept. Now we have a true initiative, which is called the Critical Raw Materials Facility. And the facility obviously is something that is meant to implement the CRM Act, because the Act is just a piece of paper. So you need, of course, something to realize that. And I think over the last month, again, we saw that there's many, challenges globally that really make it worthwhile for the EU to set up a very dedicated initiative or project to try to take care of this. And this picture is basically a bit of a random picture of Ursula von der Leyen, but it's also fairly recent. I think it's from end of October during a summit where she basically announced a program which is called the Resourcing EU Initiative, but there's parallels between the CRM facility and the Resourcing EU Initiative. It's just to basically underline that by now I think the Commission really sees itself almost in a defensive position, because they see everyone else is out, struggling for access to critical raw materials, and Europe, I think, as we all know, is a bit late to the party. But on the other hand, the needs, and I mentioned on the slide here, the technology needs are actually increasing. Defense is something that I think few people in the EU at least had really on their screen 2, 3, 4 years ago. And there's also, of course, an increasing amount of different transition technologies. On the other hand, we have the increasing competition. I think the US was also a bit more modest. I don't know if that's the right term, but they're extremely efficient now over the last month in gaining access to mining and metal processing projects. They're also very efficient in coming with appropriate finance packages in realizing this access, and also having something that they can put on the table.
But there's no way out, I think, for European industry than to line up in an initiative which is also promoted by the public sector. And this is simply because there are no real developed markets for many of the critical raw materials. You know, copper is an exception, but copper is also only a strategic metal, not a critical one. Most of them you can't just buy at the LME or COMEX or another exchange. A lot is done over spot contracts. So you basically need to have some sort of access to the mine gate almost in order to get access to the CRMs. And then I talked about the CRM Act in the beginning, and there's, I think, three important pillars given, which is basically a kind of an order for Europe to act. And one is that 40% of metal processing and refining of CRM needs to happen in Europe by 2030. 10% mining in Europe, but it means basically 90% could still come from outside Europe. And we have a cutoff grade of 65% of any of the 24 CRMs that could be supplied from one single country. And this is obviously in order to decrease dependency. And the CRM facility is working largely on these three pillars. And on this slide, this is basically the import into the EU of key battery metals. We can see how volatile the situation is because with the blue arrow was indicating Russia. Russia as a supplier is not completely out. It's still supplying quite a bit of nickel. It's still supplying gas as well, but it's greatly reduced. And different countries, let's say, treat Russia differently as a supplier of raw materials and metals. But of course, it's also fairly obvious that Russia was a key supplier. So this falling away, and then we have, you know, other countries that are not falling away, like China, obviously. But we see in this slide that China is fully exploiting its dominant position, not only in the as raw material supplier, but obviously also as a processed material supplier. And this list of export restrictions is just from October. I think most of you are aware about this, and it dealt with the expansion of rare earth export. But it's not only the rare earth unprocessed, but also processed intermediate goods. It increases to battery materials, graphite anode materials, related equipment and technology, and so on. And it's not necessarily 100% cut in export, but if you are a European company and you want to import on any stage along these lines, you basically need to ask for permission, which means the Chinese government can grant it, but they don't need to. And obviously, it is very attractive in this current market conditions that if you are a country which is, you know, has quite a dominant position somewhere along the CRM value chain, to use this policy instruments. Probably it's not necessarily meant to annoy everyone else. I think every country wants to reach certain policy outcomes with that. I think for China, many analysts expected that this was to reposition itself in the whole trade negotiations with the US. But whatever in the end the thoughts behind this are, and China is not by itself very lonely, because DRC also had an export ban for cobalt, which is now replaced to a quota. DRC, obviously a country with a very dominant position in cobalt first and foremost, but also quite strong position in copper. With Indonesia, that's dragging on now into year 6, with the Indonesian government saying they only allow refined nickel to leave the country, while the WTO says, under our rules, you are not allowed to do that. But Indonesia says, well, we just do it anyway. So we have this legal case going on since many years, but the final result, I think, is still the same, that nickel exports are very much affected by this activity. So this facility, what does it do? In principle, facility is a project that is looking at scouting for CRM projects that might be of potential strategic value globally. But
let's say, in the south. So the countries where the facility operates is Latin America, is Africa, is Central Asia, a bit of East Asia, and Greenland. And so basically, we scouted projects, we analyzed them, really try to see what's the potential link with Europe, what is its maturity, etc. And then this is the bottom right field. We create a project pipeline. But because for Europe, not every angle of the Earth, I think, is very well understood. We also have, and this is the upper left, the purple field. We support this by an array of intelligence and strategic studies. That means we really have experts in the field that look at, let's say, the investment framework in Uzbekistan, that look at the mining governance in country XYZ, because in all, we really want to have a holistic picture of where are the conditions good, where are the low-hanging fruits. And this is sidelined by this light blue field by business facilitation and matchmaking events. We basically take this project of where the facility thinks this might be of potential strategic value, and we pitch them towards European industry, towards European investors. And of course, with the goal to connect these projects to European value chains. We also, because of course, not everything can be done from Europe if you have these global ambitions. So we are working with experts in the field. Actually, these are engineering offices or geological offices, but not the geological survey. So private companies that we basically have under contract in those countries that are depicted here, and that supply the CM facility, but also the commission with information about any type of events, about any type of developments in this sector. We can also ask these companies to have a look at a specific projects, to arrange calls with these projects, because in the end we really want to get hold of them, understand them better, and then try to connect them, as I said. So it's kind of a funnel approach. We scout for many projects, and then we have a team of geologists that also have a finance background often, and that also can make sense financially of these projects. And then we throw some project, let's say, out. We look at the best ones, and then each year we try to really facilitate 12 to 15 projects that we then pitch in different events. They can be very small event just for one project, or it can be that we group a number of projects, maybe from one metal group or from one region. And let's say we have a Southern Africa Day, and then we invite different industry groups, and we have 5, 6, 7 projects that can really promote themselves. But it's not only about promotion, because it's not only a commercial angle. What we always want to have is to be clear with this potential strategic angle. So this is something that we always want to get out of these assessments. And this is let's say, the key criteria that we're looking for in projects. So first of all, they need to be integratable into European value chain. And as you probably know, we can't take every project. For instance, for graphite, there is a few companies, but really very few, that actually produce anode material out of graphite, because in that case, for instance, the bias of East Asian producers from China specifically is very big. So if you have natural graphite, then you probably, with a likelihood of 90%, you would need to sell to China anyway, because there's hardly any processing facilities in Europe. So we're looking at areas where the supply chains are fairly well robust, or where at least the plans to build them up look quite realistically. So we need to have this European angle. We need to see where Europe can involve itself with industry and finance. Of course, in these projects, we also need to have sufficient public information available. The project needs to be in a certain stage of maturity. That means very early exploration projects is something that is, not only deemed too risky, but off-takers, for instance, so European OEMs mostly like to engage with projects that come realistically into production over the next 2 to 3 years, and not like 10 or 15. And of course, we
need to have a certain level of ownership. After the scoping phase, not the very, very early stage. Yeah, exactly. So at least it needs to have a maiden resource estimate or a scoping study. So some, I would say, reliable, scientifically based data upon which you can make a real assessment and not just a wild guess. So exactly, that's obvious. And these are currently the regions and the projects that we look at. And we're working closely together with the Commission that has its own strain of strategic projects. And for Southern Africa, for instance, we look at the rare earth projects in Malawi, Makongo Resources. We look at Frontier Rare Earth in South Africa. There's a cobalt refining project in Zambia. There's a graphite project in Tanzania. In the case of DRC, it is an offspring of Gécamines. It's STL that we have a look at specifically for the gallium component. And then also other projects in Latin America and Kazakhstan. So it's a pipeline currently of 13 or 15 projects that we have deeply analyzed and where we can make informed investment decisions. And it's a complex looking graph, but it's basically the value chain of a few key battery metals. And in the end, I was talking about the integration into European value chains. The number of good projects that are required over the next years is not extremely huge. So we're not talking about like 40 or 50 projects, but it's mostly, as you can see, in order to meet this 40% refining status, it's more like 7 to 10 for graphite. It's 4 for cobalt. Of course, it depends a lot about the individual size in the individual project, but this is just to give you a rough number indication that when you actually really work with 5 to 10 projects per year, that Europe would be able to meet this 40% processing status in Europe and to have control over the required feedstock. So I was talking about, I'm almost at the end, I was talking about the analysis of projects. These are actually quite massive technical reports between 50 and 60 pages. But of course, our client is the Commission. And of course, we want to go to the Commission and say, we have really very concrete information about project XYZ. And this is a one slider that we have developed where all the information, that was the goal, that all the information of a complex technical project can be basically put into one slide. And this slide is basically a decision-making template for the Commission to say, yes, we want to work with this project. Yes, we want to put in European public funds, either through the 3 or 4 national CRM funds that exist, or through EIB funds or any other suitable mean. But for this, the Commission needs to know the project overview. Where is the fit with European value chains? Where are the risks, the strengths, the weaknesses, the opportunities? Of course, we need to have a short assessment overview about ESG and sustainability. And then on the bottom right, where is the EU enablement? So what can European players, actors, public and private, really do to provide, to promote, to push this project forward? So all of these factors, basically, we need to have a reasonable story behind it in order to really go to the Commission and say, we are convinced to go forward with this project. So this is our main output. And this is basically accompanied by a similar finance assessment, because lack of finance is not an issue. It's more about finding the appropriate and the right financial tool and the financial envelope, because the finance landscape in Europe is pretty complex and pretty diverse, and that's both positive but also negative. So we have public funds, we have private credit, we have private equity, we have long-term, we have short-term, we have ECAs, the Export Credit Agency, but most of them, for instance, they want to see that their respective country is somewhere involved in this mining operation and so on. And so we were also looking at all the availability of European finance that could go into mining projects. This is something that's a tool that basically works digitally, and we can basically put in, when we talk about a project,
what's the national angle to Europe? What's the geographical scope? What type of minerals? What's the stage of maturity where we are in the value chain? And then this program, which we have developed ourselves, would basically say, okay, with that project, you would look at, in this case, as an example, KfW, FinFund at the Belgian ECA, and so on. And that could basically provide you with a, let's call it seed funding of amount X. And so these both sets of information are really meant for the Commission to have a decision-making tool available. And then, of course, you also need industry. And it's, Jean-Pierre, as you said, it's two organizations that implement this. One is my own, it's EIT Raw Materials, which is basically a network of the European raw materials industry. And the other partner is InnoEnergy, that has a very strong network into the battery value chain in Europe. We basically have a lot of industry partners that we work with, and then through this we have an understanding and knowledge about what these industry partners really need, and we can also draw them in and see if project XYZ makes sense for them. The European money is, thank you very much, very interesting, Andre. Is the European money is a subsidy? Is money given, or is it's an investment? It can. You mean in general how projects are being financed? Yeah, you talked about a number of projects. In those projects, the European money is invested, so Europe acts as a stakeholder in the capital of the project. Or it's money given, it's a subsidy, and it's a gift that of course has to be used properly. Yes, it's a very critical question. So a lot of the instruments that Europe has is very much around debt. That means it's really very well equipped for project financing. The problem that Europe has is there is less for project and development stage, and these projects more seek equity, obviously, rather than debt. And equity is something where Europe is not yet very strong. The Commission is looking into this, but as you know, the Commission cannot itself put money directly into projects, so it always needs to go through an intermediary. It's a discussion that we're having. But otherwise, for the moment, it would be largely debt, it would be largely a credit, a little bit of equity, but hopefully this is going to change. Okay. When do you have a time horizon on this? Well, I mean, the project is, let's say, the facility as an initiative is active now, at least until end of 2029, and we largely look at a time horizon until 2035. So we would basically work with projects that are producing latest until 2035, if that was your question. And I think this is only, I mean, that is 9 years from now, and I think making assumptions beyond that is also not very realistic, because if you look at the battery value chain, where technologies are constantly changing, and hence the material input requirements are also changing. So I think this is basically gives a kind of a time limitation. Mostly we work around the 2030 deadline. Yeah. Said the project must demonstrate a fit with European value chain. Yeah. So it means that because there are projects that are mining oriented, and others are refining oriented, which is correct. Both two activities, right? Complementary. Yes. So the projects that are funded or that will be funded by Europe, are they, can they have both activities, or they are only focusing on mining or refining, or what's the? No, it's really open, so it can be, as I said, from advanced exploration to actual mining / production to processing, refining, even including recycling. Of course, recycling, there's not
so much out there, but we are looking at a few tailing projects. Rainbow Rare Earth, for instance, comes to mind in South Africa. So that is all totally acceptable. It can be trading also. It's a good point. At the moment, not, but I don't see why not, because I trading can be I should have said responsible trading. Yes, exactly. But I think decent trading is something that the Commission is also looking into because, of course, that's the much easier path to go. If you look at, mining, of course, you have long time horizons, a lot of technical risk, and that you don't have with trading. And if you So, want, yes. if you want concrete result, if you expect concrete result, now. Yeah, no, totally right. And they are very, of course, decent traders where the supply chain and the feedstock is fairly obvious. And I mean, of course, it's a natural partner. And Glencore, after all, is located in Europe, headquartered in Europe at least, right? Thanks a lot, Andre, for your answer. Any other questions for Andre? No. So thanks a lot. Stay with us, obviously. We move to Many thanks. So of course we keep in touch. I come back to you, tomorrow, I think, or the day after tomorrow. I think there's one question by Benoit. I see a hand. Yeah, Benoit, one question. Go ahead. Yeah, thank you very much. Just that I was surprised that the project Africa Mobile, which is an EU-funded project, wasn't were mentioned in your presentation. So I wonder if you're already collaborating with them and how far. Thank you. Yeah. Thank you. Africa Mobile has actually been closed this month. But I would say that the facility is kind of an offspring of the Africa Mobile project. This project, Africa Mobile, was much broader. I think it did much more things. Also had a much bigger ESG component. But what it did is also that it was basically building up a pipeline. So it assessed through a couple of geological surveys around 90 mining projects in Africa. And also, Africa Mobile started in having these, B2B events and matchmaking events, but on a smaller scale. So on that line, I see the CRM facility as a more streamlined successor project of Africa Mobile. Very clear. Thank you, Andre. Thank you. So I think so. Now we can move to. I don't know if it's Steve is there. Are you there, Steve? I think Steve is on the ground in Ghana, and it's still on my rounds. He says. So, are you available to make a quick presentation or a quick speech? He just sent me a message saying I'm on the ground. So it means it doesn't mean that he's not able to talk, right? So apparently he has. If he's able to give a speech, he will tell us. Anyway, you will have the presentation of Steve. Steve actually is working at just 10 seconds on Steve. He's responsible for the public affair at the Mineral Commission Ghana, and his presentation was about the CSR best practices in Ghana, of course, that support the small and medium mines and the very early projects at the very early stage. So it was very interesting to hear him. Anyway, we will have his presentation, and that's the most important. Because we are late, I'm pleased to welcome Johnny from Canada. I expect my Canadian team attend. Edem, are you there? I hope you're there. So Johnny, je pense qu'on va revenir au français en fait, parce qu'il y a beaucoup de francophones en fait plutôt, et du coup nous allons
nous allons faire. Et puis, si vous avez des questions, vous pourrez les prendre dans les deux langues, bien sûr. Question in English are allowed too. Donc, merci beaucoup, Johnny, d'être avec nous pour nous présenter donc cette norme canadienne qu'on a évoquée tout à l'heure dans nos présentations. Et je dirais merci aussi d'être là, vu l'heure au Canada, puisqu'il est très très tôt au Canada. Et merci à vous de nous rejoindre. Donc, on vous laisse tout de suite prendre la main sur Ecologo, qui est une norme dont vous allez nous parler. Je vous laisse la parole. Merci. Good morning. Bonjour. Est-ce que tout le monde est à l'aise en français? Oui. Oui, après, s'il y a des nécessités de traduire pour une ou deux personnes, je dirais, ce sera par le biais de questions, en fait, je pense. Okay. Ou vous pouvez peut-être les messages clés, peut-être, vous pouvez les répéter en anglais. Mais je vous propose de faire la présentation en français. Non, vous ne voyez pas le bon écran. Juste un instant. Ça donne que mon conjoint, dans la plus bonne intention possible, a upgradé mon setup de bureau et j'ai maintenant 4 écrans et je ne sais plus lequel partager. Donc, est-ce que vous voyez la bonne écran? Oui? Oui, ça arrive. Voilà, elle arrive. Voilà, nous la voyons. Nous la voyons. Parfait. Donc, merci pour votre patience technologique. Donc, bonjour tout le monde. En effet, Joanie Caron, professeure à l'École d'études autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Je suis aussi conseillère stratégique à l'Association de l'exploration minière du Québec, à la l'AEMQ. Donc, j'ai 2 chapeaux. Dans le cadre d'Ecologo, en fait, je vous explique pourquoi. La certification Ecologo a été développée par l'Université du Québec et je suis d'ailleurs auteure. Ça faisait partie de ma thèse, en fait, mon mémoire de maîtrise à l'époque. Donc, ça fait maintenant 14 ans que je participe à ce projet-là là, et ça a bien évolué au cours des 14-15 dernières années. Donc, sans plus tarder, je comprends que j'ai une quinzaine de minutes là, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est Ecologo, ça vient d'où en fait et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui. En fait, le projet a débuté en 2011, c'est plus 2011, où est-ce que l'industrie, donc l'Association de l'exploration minière du Québec, se posait la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser la confiance de nos investisseurs, puis aussi la demande est venue des membres, en fait, de l'association. D'abord, les entreprises d'exploration minière disaient, nous, on les applique comme il faut, les pratiques, on fait les choses comme il faut, mais quand il y en a un parmi nous qui ne fait pas les bonnes choses, ça fait mal à la réputation de toute l'industrie. Donc, ils voulaient avoir une accréditation, une certification qui allait dire, ben nous, on les fait comme il faut, les bonnes pratiques. Et évidemment, qui dit exploration minière, dit capital de risque. Donc, c'était une façon là, de rassurer les investisseurs que de développer une telle certification. Dans une perspective de transparence et de crédibilité, c'était important pour l'Association de l'exploration minière du Québec, que je vais appeler l'AEMQ pour la suite de la présentation. C'était important pour l'AEMQ de ne pas développer elle-même la certification. On ne voulait pas que ce soit une norme industrielle faite par l'industrie pour l'industrie. On voulait vraiment avoir des partenaires, des third-party partners, là, pour vraiment assurer la crédibilité du projet. Et c'est pour ça que l'AEMQ s'est tournée vers l'université pendant 4 ans, de 2012 à 2016. L'UQAT, l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, a développé la certification. Donc, je vais vous parler un peu de ça aujourd'hui. À la suite de ça, on s'est tourné vers un partenaire de certification, donc qui est aujourd'hui UL Solutions, qui est maintenant propriétaire de la norme. Je vais glisser quelques mots là-dessus. Puis la troisième composante, nous, à l'association aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les entreprises. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place, un programme d'accompagnement. Donc, on y va étape par étape avec les nouvelles entreprises qui voudraient aller chercher la certification. Donc, on a développé beaucoup
de matériel là, en ce sens pour faciliter l'adhésion des compagnies. Ça va jusqu'à maintenant? Parle trop vite, parle pas trop vite, vous endormez pas? Parfait, on vous Non, non, entend. c'est. Merci beaucoup. OK. Donc, vous autres, vous devez être proche de l'heure de dîner, j'imagine. Je vais faire ça vite. Oui, Donc, oui. OK. Mais ça Pourquoi va très est-ce bien, on va encore tenir encore un petit peu. OK, c'est bon. Pourquoi est-ce que les entreprises voudraient aller chercher cette certification-là? Dans le fond, il y a plusieurs avantages. D'abord, je vous avais parlé de la confiance des investisseurs. C'est la première raison. C'est vraiment, comme je disais, du capital de risque. Donc, les compagnies certifiées vont pouvoir partager la nouvelle à leurs actionnaires, comme quoi qui ont passé un audit, les pratiques sont vérifiées. Deuxième point, on va parler d'une liste consensuelle d'indicateurs, comme on appelle. En fait, c'est intéressant parce que la certification nationale aujourd'hui compte environ 92 indicateurs. Ben, ces exigences-là ont fait l'objet d'un consensus. Tant les communautés autochtones, les communautés locales, les organismes, les ONGO, les ONGE, les entreprises d'exploration minière, les fournisseurs de services, les investisseurs, donc 6 catégories de parties prenantes, se sont entendus pour dire voici ce qui est important pour nous là, présentement au Canada. La norme s'applique au Canada présentement. On parle aussi, troisième point, de meilleures relations avec les parties prenantes. Il y a tout un volet social à la certification. On va regarder les exigences ensemble tantôt. C'est une certification qui couvre beaucoup d'indicateurs. On va parler d'éthique, on va parler de finances, d'environnement, évidemment, santé et sécurité. Donc, ça favorise une meilleure planification stratégique de la part des entreprises. Et qui dit certification dit exigences qui vont au-delà de la loi. Donc, aussitôt qu'il y a un resserrement législatif, ben, les entreprises sont mieux préparées. Finalement, ben, on a aussi remarqué, ben, évidemment, avoir le logo, éco-logo, ben, ça favorise une meilleure crédibilité. Hein, les pratiques ont été validées. Puis récemment, le dernier point, en fait, c'est ce qu'on a constaté sur le terrain. Je vous présente un témoignage du directeur général, ben, en fait, du président d'une de notre première entreprise certifiée au Québec, Forage Roulier, qui offre des services de forage là, dans l'Est du Canada et aussi en Australie. Et eux, ben, dans le fond, ce qu'ils disaient, c'est que oui, être certifié, ça permet de rassurer les Premières Nations, quand ils vont aller obtenir des contrats. Ça permet aussi de favoriser l'attraction des employés. Donc, on vient, ben là, on en parle de moins en moins, là, mais on était dans un contexte de rareté de main-d'œuvre. Donc, les plus jeunes générations sont plus sensibilisées là, à l'application des meilleures pratiques et c'est ce que Mario nous disait ici. Quelques mots sur le développement de la certification qui a eu lieu de 2012 à 2016. En fait, il y avait plusieurs objectifs dans le développement de la norme. D'abord, c'était d'avoir évidemment un équilibre entre les intérêts de chaque partie prenante. Hein. Je vous les ai nommés tantôt, les investisseurs, les communautés autochtones, etc. Puis c'était important aussi, là, le deuxième point ici, c'est important d'atteindre un équilibre par rapport au degré d'exigence. Une certification, c'est comme un peu, je pense que vous avez parlé d'IRMA là, dans votre conférence à un moment ou un autre. Il faut que le degré d'exigence soit assez élevé pour être crédible aux yeux de la population, évidemment, puis des peuples, des populations vulnérables. Mais encore faut-il que ça soit atteignable par les entreprises. Donc, il y a ce degré-là il y a le niveau de difficulté là, qui doit être réaliste et crédible à la fois. Éco-logo, c'est une certification qui est différente de IRMA sur plusieurs aspects. C'est pas une certification qui est par rapport au projet minier. Contrairement à IRMA, c'est une certification qui s'applique à l'entreprise. Donc, une entreprise qui est certifiée doit appliquer les exigences éco-logo partout. Là. Ça a vraiment été designé comme ça. Bon, vous connaissez peut-être les certifications ISO, par exemple ISO 14001 ou 9001, qui sont basées sur des systèmes de management. C'est pas ça du tout. Ici, la certification écologo, elle est axée sur le résultat davantage. Est-ce qu'il y a des matières en suspension quand tu as fini, quand tu fais ton forage? Est-ce que les espèces sensibles sont bien protégées? Des choses comme ça. Fait que c'est plus axé sur le résultat. Et évidemment, ben, dernier point, un autre de nos objectifs, c'est le fait que les entreprises d'exploration minière, ben, il
ça dépend du financement, hein, c'est cyclique. Ça va pas toujours bien, le financement, on n'a que des dépenses. Donc, on voulait s'assurer que ça soit une certification qui soit accessible financièrement aux entreprises. Une des premières étapes du développement de la norme, ça a été de regarder qu'est-ce qui se faisait ailleurs. On est en 2012. Donc, en 2012, qu'on voyait, les cadres qu'on voyait, ben, il y avait une certification pour l'exploration au niveau pétrolière et gazière, que vous connaissez peut-être eux aussi. Au niveau minier, bon, il y avait le VDMD, IRMA qui commençait à se développer, mais pour l'exploration minière, il n'y avait que des codes, des grosses briques de bonnes pratiques. Il n'y avait pas de normes, il n'y avait pas d'indicateurs précis là, qui s'appliquaient à l'exploration minière. Donc, c'est pourquoi on est allé de l'avant avec le développement de la chose, qui, comme je vous dis, ça a quand même pris 4 ans. Il y a eu 2 mémoires de maîtrise, dont le mien, qui a fait l'objet d'une publication dans Journal of Cleaner Production, qui est disponible en ligne. Donc, un premier mémoire de maîtrise et un deuxième pour les indicateurs qui étaient un peu plus sensibles. Tout l'investissement local, les préoccupations des parties prenantes, des Autochtones. Donc, on était plus dans des zones grises, fait que c'est quelque chose qu'on a poussé davantage. La première version a fait l'objet d'une soumission à un comité de normalisation qui était composé des parties prenantes que je vous ai nommées tantôt, qui, eux, ont statué là, sur le contenu final de la norme. C'était vraiment, vraiment important pour nous que ce soit une norme consensuelle. Et quand on a eu notre version finale, après de nombreuses années et plusieurs rencontres, c'est là qu'on a testé la certification dans 4 compagnies là, de différents types. Et je vous dis, la certification s'applique tant aux fournisseurs de services, forage, géophysique, services techniques, ça s'applique à eux, ça s'applique aux entreprises d'exploration minière et ça s'applique aux minières aussi. Il y a IAMGOLD, par exemple, qui est certifié, mais pour le volet exploration. Donc, les majeurs peuvent aussi aller chercher la certification pour ce qui est de l'exploration. Donc, petit survol sur le contenu de la norme, les exigences de la norme. On a maintenant, excuse-moi, c'est parce qu'il y a eu des changements là, par rapport au national, mais une dizaine de principes, donc les grandes catégories là, d'exigences. Évidemment, l'auditeur, la première chose qu'il regarde, c'est est-ce que l'entreprise est conforme à la loi locale. Et aussi, le deuxième point, c'est une trop longue phrase qui dit que l'entreprise doit être conforme en fait au principe de développement durable dans la chaîne de valeur. C'est trop long, mais dans le fond, je vous l'explique. C'est que si les entreprises, c'est les entreprises qui sont certifiées et non les projets. Donc, les entreprises doivent s'assurer que partout, Écologo est respecté. Et sur leur projet, au pluriel, doivent s'assurer que les fournisseurs de services qui vont réaliser des travaux à ces endroits-là, ben, ils respectent Écologo aussi. Là, donc, c'est comme ça. Et pour les fournisseurs de services, par exemple, une entreprise de forage, ben, eux, c'est la même chose, mais à l'inverse. Elles doivent s'assurer que n'importe quel projet sur lequel elles travaillent, elles appliquent Écologo aussi. C'est que ce soit un client Écologo ou un client qui s'en fout, parce que ça arrive encore, ben, elles doivent respecter Écologo. L'environnement, on va calculer la consommation des ressources, on calcule aussi les émissions de gaz à effet de serre, on regarde la qualité de l'air en ce sens. Et évidemment, qui dit exploration minière dit les dommages principaux, c'est vraiment au niveau de l'eau et des sols. Donc, matière en suspension, la coupe d'arbres, est-ce qu'il va y avoir des ornières dans le sol? Est-ce que, bon, c'est toutes sortes de choses qu'on va regarder. Est-ce que la machinerie est bien entretenue, par exemple? On regarde aussi tous les produits. Les produits doivent être bio. Donc, 70% biodégradables en 28 jours. Donc, on regarde vraiment tous les produits qui vont être utilisés. C'est important aussi, là, je me penche un peu, c'est important aussi de respecter là, les espèces fauniques et floristiques vulnérables. Donc, toutes les entreprises ont un guide là, avec les différentes espèces potentiellement présentes sur le territoire. Fait que ça, c'est quelque chose que nous, on fait à l'association dans le cadre de l'accompagnement. Donc, c'est tous des outils qu'on fournit à chacune des entreprises avant l'audit. Qualité de vie, maintenant, on s'assure que les entreprises prennent en considération les préoccupations des Premières Nations, des communautés locales. Au Canada, on aime beaucoup la motoneige, donc est-ce que
motoneige, chasse, donc tout ça. Donc, c'est des parties prenantes qu'on va tenir compte. Le bruit, les vibrations, est-ce que le site est propre si on est situé en milieu plus urbain? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce qu'on respecte le patrimoine culturel aussi? La colonne de droite maintenant, est-ce que la compagnie investit localement, tant pour la main-d'œuvre que pour la sélection des fournisseurs locaux? Est-ce que c'est sécuritaire? Encore une fois, ici, on fournit beaucoup d'outils et de guides. Donc, pour les entreprises, on va fournir un guide là, complet là, sur la santé et sécurité au travail pour l'exploration minière. Fait que, je vais vous parler de l'accompagnement tantôt. Ben, ça joue une grosse partie de la certification des entreprises parce qu'on les aide, on les met à jour. Puis, on a beaucoup d'entreprises qui voulaient être écologos juste pour bénéficier de notre accompagnement puis tous nos outils pour vraiment être mieux partis, là, si on veut. Les entreprises en démarrage nous ont beaucoup aimés pour ça. Puis tant mieux, si on peut faire améliorer les pratiques au complet dans l'industrie de la province et bientôt au Canada. On va parler d'éthique, whistleblower policy. On va avoir un code d'éthique, on va regarder la diversité au sein des conseils d'administration aussi, c'est important. Toute la transparence et le reporting, dans le fond, de la façon dont on divulgue l'information quand on a une découverte, par exemple. On va s'assurer d'utiliser des technologies responsables. Dans le fond, par exemple, un milieu où est-ce qu'il n'y aurait pas beaucoup d'eau. Et on fait du forage, on a besoin d'eau. Donc, ça serait d'utiliser la machinerie qui permet de réutiliser l'eau, des choses comme ça. Fait que dépendamment du contexte, il faut utiliser des technologies qui respectent l'environnement. Le dernier point sur l'efficience économique, ben, ici, c'est surtout les investisseurs là, qui nous avaient demandé d'ajouter ça. Dans le fond, c'est que on utilise l'argent des investisseurs, donc c'était important là, de valider à ce que les entreprises effectuent due diligence puis qu'ils évaluent les risques de leur projet. Est-ce qu'ils sont assurés, par exemple, s'ils ont les bonnes assurances? Est-ce que financièrement, ça va bien? Ça fait le tour pour le survol assez rapide là, des exigences. J'imagine si vous avez des questions, on pourra en reparler un peu à la fin. Ben, je vous parle quand même du propriétaire actuel de la norme, que je vais glisser quelques mots là-dessus. Nous, à l'époque, en fait, quand la certification a été développée, on cherchait un partenaire, hein, l'UQAP et l'Association, l'Université du Québec et l'Association. On s'est dit, OK, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puis, c'était important pour nous d'avoir un partenaire qui était crédible, qui connaissait bien l'industrie et qui connaissait bien le Québec, le Canada et le contexte international aussi. Qui avait de l'expérience, qui était accessible. Donc, on regardait là, les différentes options au Canada. Et notre choix s'est arrêté sur UL, justement parce qu'il était international. Puis ça, je pense que ça pourrait vous intéresser. Dans le fond, nous, quand je dis nous, là, c'est en collaboration avec UL, qui est le propriétaire de la certification aujourd'hui. On a déjà présenté en Amérique du Sud, en Australie également. Évidemment, là, aux États-Unis, ça regarde moins bien pour le développement durable, mais sinon, il y a déjà de l'intérêt là, à expandre le programme à l'extérieur du Canada. C'était le but à la base. Là. Johnny, donc, peut-être que je vous propose de conclure là sur UL. Après, on a quelques questions à vous poser, en fait, qu'on ait le temps, si on peut. Dans le fond, je conclue. Est-ce que je vous parle de l'accompagnement ou pas? Oui. Si vous voulez, oui. Je pense que ça, c'est un point important. Oui, tout à fait. OK. Donc, en fait, rapidement sur l'accompagnement, nous, ce qu'on offre, c'est sûr que nous, on est comme on vient en amont. Donc, les entreprises, c'est nous qui appellent en premier. Ils veulent être écologos, fait qu'on passe environ 35 heures avec les entreprises. On regarde si c'est quoi les exigences de la norme puis comment elle peut se conformer. On prépare la documentation avec les entreprises, on fournit tous les outils. Les entreprises peuvent aussi réaliser des rapports ESG avec notre plateforme web qu'on a développée spécifiquement pour Écologo. Ça, c'est vraiment pour les entreprises à l'interne puis notre accompagnement. L'auditeur n'a pas accès à ça. C'est vraiment une plateforme qui prévoit la conformité à l'audit. C'est aussi une plateforme web qui permet de faire la gestion des projets également. Donc, ça a été vraiment un gros investissement là, de notre part et c'est un succès.
Je termine avec ceci, le succès du programme. Présentement, on a 30 entreprises certifiées au Québec depuis 2019 et une première qui a été certifiée en Colombie-Britannique. En fait, au départ, la certification s'appliquait juste au Québec. Ça a grossi au Canada, ça va grossir encore. Donc, il y en a qui sont en audit présentement. On en coach avec notre programme d'accompagnement encore plusieurs et on a eu du soutien financier de notre gouvernement au Québec qui remboursait les frais d'audit pour les premières entreprises. Donc, ici, les entreprises d'exploration minière qui sont certifiées, vous en reconnaissez peut-être quelques-unes. Il y en a des plus grosses que d'autres. Peut-être des noms qui sont familiers. Ça, c'est les entreprises d'exploration minière. Et ici, on a les fournisseurs de services, donc compagnies de forage, etc. Donc, pour un total de 31. Fait que voilà, je prendrai les questions à ce moment-ci. Johnny, une question. En fait, vous avez répondu. J'ai vu, il y a deux types de sociétés qui sont certifiées ou qui utilisent la norme. Ce sont les opérateurs miniers d'un côté et aussi les fournisseurs de services, en fait. Donc, est-ce qu'il peut y avoir aussi, voilà, c'est les deux seuls types d'opérateurs qui peuvent être certifiés, qui peuvent bénéficier de la norme? Oui, en fait, c'est dans la norme. En fait, non, je n'irai pas là, c'est ça. Mais en fait, dans la norme, effectivement, on a les fournisseurs de services. En fait, c'est toute entreprise qui réalise des travaux d'exploration minière. Donc oui, on a les fournisseurs de services, on a les compagnies détentrices de claims qu'on appelle, donc les compagnies les juniors. On va avoir aussi les majeurs qui vont réaliser des travaux d'exploration minière. En fait, il y a 3 types de compagnies. Quel est l'avantage pour une junior d'avoir la norme Ecologo et de pouvoir l'afficher vis-à-vis des investisseurs qu'elle peut avoir? Oui, mais les avantages, en fait, d'abord, c'est la confiance des investisseurs. Hein? On a parlé de ça, capital de risque. Est-ce que vous voyez encore mon écran? Pardon? Oui. OK. Puis, c'est vraiment, comme j'avais dit tantôt, les relations avec les parties prenantes, la gestion du risque. On va avoir aussi les avantages que vous voyez ici. Là. Puis, présentement, on est en train de faire une étude. Donc, comme je vous avais dit, j'étais à l'université. Qui dit université dit on aime les études. On est en train de voir, là, à réaliser une étude vraiment quantitative. Est-ce que les entreprises écologos, la valeur boursière a augmenté? Ça a été quoi plus concrètement au-delà de ce que les entreprises nous rapportent? On veut faire une étude plus large sur les avantages. Mais voilà, vous voyez à mon écran là, les principaux avantages. Donc, si je suis une junior, c'est-à-dire j'ai fait juste le scoping, voire peut-être même pas entamer une démarche, je dirais, d'étude de faisabilité concrète, est-ce que c'est le bon moment? Quel est le meilleur timing en fait? Est-ce que c'est vraiment au tout début, aller dans les stades early stage, ou est-ce qu'il faut, ça a plus de sens quand je suis déjà engagé avec une étude de préfaisabilité, par exemple, une faisabilité qui m'a demandé un investissement important? En fait, the earlier the better. C'est sûr que plus la compagnie commence rapidement à travailler avec nous en accompagnement, moins cher va coûter l'étude de préfaisabilité parce que nous, on va fournir énormément de matériel pour ça. Les études de préfaisabilité, il y a des questions par rapport à l'environnement, aux parties prenantes et tout. Fait que le fait d'avoir fait le processus écologo les prépare mieux pour ça. On a eu des entreprises qui nous ont téléphoné puis qui étaient déjà avancées là, dans l'exploration minière, qui étaient presque avant l'exploitation, puis qui nous ont appelés parce que le gouvernement leur avait demandé est-ce que vous avez fait des démarches écologos dans votre processus? C'est le bureau d'audience publique sur l'environnement, les études environnementales. Puis l'entreprise, elle n'avait jamais entendu parler d'écologo. Elle nous a téléphoné, elle a dit je sais pas c'est quoi. Je dis là, il est un peu trop tard parce que là, elle s'en va en exploitation. Fait qu'il faut que ça soit le plus tôt possible. C'est avantageux pour l'entreprise parce que ça les prépare mieux aux prochaines étapes. Johnny, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question? Jean-Louis, tu veux poser une question? Oui, Joanie, Jean-Louis Gaillard. Bonjour, je suis content de vous avoir en ligne. C'est très agréable. J'ai une question par rapport aux étapes. Alors, j'ai bien compris que la norme, c'était pour vérifier que les bonnes pratiques
dans l'exploration était mise en place. Et souvent, on considère que l'étude de faisabilité, c'est la conclusion et fait partie de l'étude de la phase d'exploration. C'est-à-dire que la phase d'exploration se termine par quelque chose qui est peut-être une étude de faisabilité partielle ou provisoire ou complète, mais en tout cas, c'est un document. Et à ce moment-là, si vous intervenez sur cette partie, là, vous allez sans doute intervenir non plus sur vérifier des bonnes pratiques, mais vérifier que ce qu'on a planifié est correct. Est-ce que j'ai bien compris ou je me mets à côté? Est-ce que vous voulez que je répète? C'est dans le fond, là, nous, on va. Ce qui était planifié, ben, c'est plus dans l'application. C'est surtout au niveau de l'acceptabilité sociale. Ecologo vient valider, est-ce que dans tout le processus, vous avez respecté l'environnement? Est-ce que vous avez considéré les préoccupations des parties prenantes? Donc, tout ça, c'est favorable aux prochaines étapes de délivrance des permis. C'est après l'étude de préstabilité, quand le gouvernement dit, OK, voilà, vous avez votre permis, vous pouvez aller de l'avant, puis ça va devenir une mine, ben, les choses vont mieux aller si les gens autour sont en bonne relation avec la compagnie. Si la compagnie, avant de se rendre là, a fait les bonnes pratiques, dans le fond. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est en amont, mais il n'y aura pas, Ecologo ne viendra pas valider le contenu de l'étude de préfaisabilité et l'étude de faisabilité. Là. Il n'y a pas de validation de ce contenu-là. OK, merci beaucoup. C'est clair pour moi. Merci Johnny, on aura des échanges ultérieurs comme on l'avait évoqué ensemble et donc à très vite, peut-être pas là d'ici vendredi, mais certainement à partir de la semaine prochaine, nous vous reviendrons. Merci beaucoup à vous. Je vous propose de terminer notre matinée avec justement l'intervention de Louis Euzet qui est non seulement président de l'ACP, mais en même temps, il est expert sur des sujets, notamment QHSE, qui sont d'ailleurs très importants dans la norme. Et je trouve qu'il m'a évoqué un petit peu sa présentation et je trouve très bien de terminer avec lui sur des choses qui sont très concrètes et qui vont parler, je dirais, à tout le monde. Louis, à toi la parole. Oui, merci Jean-Pierre. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Bon, je me présente rapidement. Je suis rentré chez Total en 1973. J'ai terminé ma carrière dans les années 2000 en m'occupant essentiellement de sécurité. J'étais en charge de la sécurité sur l'exploration-production. Puis ensuite, après un passage comme directeur de la filiale Brunei, je suis revenu pour m'occuper de la sécurité au niveau de la holding et de toutes les branches. Alors, j'ai écouté évidemment avec grande attention tout ce qui a été dit ce matin. Des choses évidemment très intéressantes. Il y a quelque chose qui me surprend quand même un peu. C'est qu'à part dans la présentation de Joaquin, on ne parle pas beaucoup quand même de sécurité. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 6 jours, il y a un accident, un landslide qui s'est produit à Roubaïa, dans l'est de la RDC, qui a juste fait 200 morts. Un glissement de terrain. Et encore les 200 morts, ils n'ont pas fait le compte général. Bon, ben, 200 morts, évidemment, en Afrique, ça impacte beaucoup de monde. Hein. Vous pouvez imaginer que si chacun nourrit 10 personnes, ça fait beaucoup. Et surtout, c'est totalement inacceptable. Je continue, évidemment, pour le compte de Total à répandre la bonne parole un peu partout dans le monde, d'ailleurs. Ça fait 53 ans maintenant que je connais la boutique. Et ce qui est clair, c'est que j'ai l'impression que dans les mines, on est encore 40 ans en arrière par rapport, c'est-à-dire qu'on est dans la situation en matière de sécurité telle qu'on était dans les années 70 dans le pétrole. C'est-à-dire que la sécurité aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce soit une priorité. Voyez-vous, dans une société pétrolière, aujourd'hui, dans les grandes sociétés comme Exxon, comme Shell, comme Total, etc., la sécurité, c'est même plus une priorité, c'est une valeur. Une valeur, c'est-à-dire que c'est
je dirais, ça, c'est prééminent et ça doit être pris en compte. Ce qui est clair, c'est que la sécurité, quand elle n'est pas respectée, elle coûte très cher. C'est comme les assurances. Et donc, il faut absolument, à mon avis, réactiver ça. C'est bien que dans Ecologo, on en parle un petit peu, mais on n'en parle quand même pas beaucoup et surtout, on n'en parle pas en numéro un. Or, à mon sens, si vous voulez, si aujourd'hui, on veut être acceptable en tant qu'opérateur international, il faut savoir parler sécurité. Voilà. En clair, je dirais, si je le dis en anglais, je dirais occupational health and safety is a worldwide concern. Occupational health and safety is a part of labor law. When I say labor law, is the relation between employer and employee, and it is a result obliged issue. And zero accident is the only acceptable situation. Chez Total, le pire que nous ayons vécu, c'était d'avoir 19 morts en 2009. À cette époque-là, Christophe de Margerie m'a demandé de mettre en place une équipe justement pour s'attaquer aux problèmes. Et on s'est attaqué aux problèmes sur tous les sites de Total, en particulier les 75 sites Céveso, en mettant en place une équipe d'experts chargée justement, non pas de faire des audits, vous savez, ce genre d'audit où on fait 350 recommandations que personne ne lit derrière, hein, mais se limiter au moins à faire une dizaine de remarques importantes qui couvriront 90% des risques. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, en tant que président d'ACP, j'ai pris la suite de Jean-Louis, qui avait évidemment remarquablement démarré et fait vivre cette association et qui continue d'ailleurs, heureusement, à être là en tant que vice-président. Eh bien, je voudrais passer le message que nous avons à la CP Énergie pas mal d'experts qui seraient capables justement de passer, de faire des recommandations justement, hein. Il suffit de les solliciter et il sera très facile de monter une équipe d'experts pour justement vérifier que les opérateurs, un opérateur, et, et je dirais, a adopté les bonnes pratiques. Et s'il ne les a pas adoptées, ben on sera à même de faire des bonnes recommandations. Voilà. Dans la présentation de Jean-Louis, j'ai noté d'ailleurs qu'il n'y avait pas encore le logo de l'IFP Training, parce qu'ils sont tout nouveaux arrivés. Mais il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, l'IFP Training fait partie de l'association ACP Énergie. Hein, c'est un membre. Et eux aussi, évidemment, on peut très bien monter quelque chose en collaboration avec eux. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Tu dis comment peut se passer le transfert d'expertise en fait entre le monde du pétrole et le monde de minier, d'après toi? Quel serait, je dirais, quel est le bon niveau en fait pour engager ce type de discussion, déjà au niveau des États, puisqu'on pense on l'avait engagé oui, avec la sécurité, Jean-Pierre, si tu veux, la sécurité, que ce soit pour la prévention routière, que ce soit pour l'aéronautique, que ce soit pour le pétrole, que ce soit pour les mines, ou que ce soit pour une industrie alimentaire, ça procède toujours des mêmes principes. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux, l'heure n'est plus à aller à travailler dans des positions contraintes. Je me souviens du patron de la sécurité d'Exxon que j'étais allé voir à l'époque où ils étaient meilleurs que nous. Il m'avait dit, I want to go from a constrained attitude to a convinced attitude. Et ça aller d'une attitude contrainte à une attitude convaincue, ça passe par convaincre les gens justement d'une sécurité, de la nécessité d'une culture sécurité adéquate. Et cette culture sécurité aujourd'hui, c'est ce que je m'attache à développer justement quand je vais faire mes formations un peu partout dans le monde, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan, en Ouganda. Là, je vais partir à Madagascar dans quelques semaines, etc., etc. Eh bien, c'est toujours pareil. C'est justement de travailler le facteur humain. Et je dirais, dans une mine, eh bien, il est évident que la sécurité, ça vient pas, c'est pas seulement du top-down, ça doit être aussi du bottom-up. C'est souvent d'ailleurs le management intermédiaire qui doit être à la manœuvre. Il est évident, si tu veux, par exemple, que ce landslide qui s'est passé à Roubaïa, absolument catastrophique, tu te rends compte? Vous vous rendez compte, 200 morts d'un coup, mais c'est inadmissible. Dans le pétrole, ça mettrait immédiatement une entreprise pétrolière sous le feu de la rampe et ça risquerait même, ça lui retirerait toute autorisation d'exploitation.
C'est ce qui s'est passé en mer du Nord avec Philips dans les années 90. C'est ce qui s'est passé avec BP dans le golfe du Mexique, où BP s'est vu retirer par les États-Unis sa licence d'exploitation. Et ben ça, il ne faut pas que ça arrive un jour à un opérateur minier, hein. Donc pour moi, aujourd'hui, il est absolument d'importance fondamentale de parler un peu plus de sécurité. Et ce matin, on n'en a quand même pas beaucoup parlé, hein. Donc, il faut y penser. Voilà. Je te rejoins sur ce point. Il y a une question avec Benoît. Oui, bonjour à tous. Merci Bonjour, Benoît. Oui, merci Monsieur Zé d'avoir souligné la question de la sécurité, parce que c'est vrai que c'était pas un élément qui a été mis en avant jusque-là. Alors, je voudrais quelque chose que j'aimerais apporter, c'est que Rubaya, qui se trouve en RDC, donc ayant été là-bas pendant 6 ans, j'étais basé dans le Kivu. Et voilà, je voudrais rappeler que Rubaya est une mine artisanale. Donc effectivement, le facteur humain là-bas est très Oui. important. On pouvait consulter sur les données de l'IPIS, mais on estime le nombre de creuseurs sur place à plusieurs milliers. Donc effectivement, c'est une grande tragédie. Pour ce qui est du domaine minier en général, après, d'un point de vue industriel, alors dans les plus grands industriels, la sécurité est vraiment très importante. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre dans le chat le rapport de l'ICMM qui est, je ne sais pas si tout le monde est dans l'audience est familier avec cette organisation. Donc c'est une fédération des 24 plus grandes entreprises minières, et chaque année ils publient des résultats sur des statistiques sur des accidents sur les sites miniers. Voilà, si vous êtes intéressé, je peux le mettre dans le chat. Allez-y, Benoît, en fait. Ouais. Bien sûr, absolument, absolument. Super. Il Voilà. faut en particulier qu'au niveau des opérateurs, il existe des règles d'or aussi, en particulier. Et ça, les règles d'or aujourd'hui, c'est absolument fondamental pour faire avancer les choses, hein. Des règles d'or qui ne doivent jamais être transgressées. Et en particulier, quand on fait des excavations, justement, il y a un certain nombre de règles à connaître et à appliquer. Donc, mais je serais très intéressé. Merci beaucoup, Benoît, pour toute information que vous pourrez m'envoyer à ce sujet. C'est toujours très intéressant, bien sûr. Et encore une fois, Jean-Pierre, finalement, il y a des très fortes similitudes. Les principes qu'on applique dans l'industrie pétrolière s'appliquent exactement de la même façon dans l'industrie minière. Surtout quand on parle culture sécurité, quand on parle facteur humain, quand on parle mise en place de barrières de prévention, barrières de récupération, barrières d'atténuation, etc., etc. Oui, je voudrais juste rajouter un mot et d'ailleurs renforcer un peu ce que Benoît vient de dire et pour répondre à Louis et sa préoccupation. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, le facteur sécurité ne doit pas être négligé. Bon, on n'en a Bien pas sûr, parlé ce Joseph. matin parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais tu as parfaitement raison. Et ce que je voulais quand même rajouter, c'est que moi j'ai travaillé pour 3 entreprises minières. Alors, plutôt des grandes, hein. La plus petite, c'était sans doute Eramet, que vous connaissez tous. Et je peux assurer que dans ces entreprises-là, le facteur sécurité était toujours pris très très haut dans la liste des sujets dont on parlait dans n'importe quel codir, etc. Alors, je pense, si tu veux, que la différence entre le monde pétrolier et le monde minier, c'est que dans le monde minier, il y a beaucoup d'opérateurs qu'on appelle informels, artisanaux, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est le cas de Bien sûr. Roubaïa, comme disait Benoît tout à l'heure, qui, eux, malheureusement, question de sécurité, ils sont contre-foot, pour être tout à fait clair et simple. Bien sûr, Oui, bien Tu, sûr. tu as, tu as dit que tu allais à Madagascar. Je ne sais pas si tu vas avoir l'occasion de te promener dans différentes régions, mais il y a des régions de Madagascar que je connais bien où il y a aujourd'hui des exploitants miniers. Je pense, d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il faut que tu y ailles parce que tu risques d'avoir une crise cardiaque quand tu verras, hein, où les EPI Bien sont sûr. inconnus. C'est des exploitations minières où on ne sait pas ce que c'est qu'un EPI. Et c'est Voilà. vrai, ce que je t'ai dit, là, je l'ai vu de mes yeux vus, si tu veux. Donc, ça, malheureusement, c'est un phénomène qui ternit un petit peu l'image de l'industrie minière. Et voilà, c'est ça le problème, Qu'est-ce qu'on peut effectivement. y faire? C'est difficile parce que ces opérateurs-là, tu vas les voir, pour eux, dès que ça coûte de l'argent, c'est trop cher, quoi. Et ce sont les mêmes opérateurs qui, soit dit en passant, utilisent des gamins de 15-16 ans pour charrier des seaux, etc., etc. C'est absolument abominable, quoi. On est dans un, Exactement.
dans un monde différent, c'est au 19e siècle, voire même avant, et c'est dramatique. Mais Bien ce que sûr. je voulais dire, c'est que les grandes compagnies minières ont à cœur de gérer la sécurité de leurs opérations, de leurs employés, des voisins, etc., etc. Il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, j'ai travaillé pour BHP Billiton. On commençait comme chez Total, hein, j'étais chez Total comme toi, toutes les réunions par un point sécurité, hein. Ça, Voilà, voilà. voilà, voilà, voilà. Ça, c'est très important. Il est évident que les opérateurs aujourd'hui qui sauront se démarquer, justement, eh bien, ils gagneront. Une société où tu as travaillé, justement, que tu as évoqué tout à l'heure, a quand même des problèmes aujourd'hui au Sénégal avec le désert de l'Ampoule, etc. Total, de la même façon, si tu veux, on a des problèmes aujourd'hui en Ouganda sur l'exploitation à côté du lac Albert. Et pourtant, on fait un tas de choses et pourtant, on dit beaucoup de mal de nous. Je Donc, sais. si tu veux, l'idée, c'est ça, c'est que finalement, pour arriver à avoir des financements par les banques en particulier, eh bien, il faut arriver à présenter une image qui soit la plus vertueuse possible et puis montrer quand même aussi, montrer justement qu'on fait des gros efforts. On investit des sommes colossales, hein, que ce soit dans Tout à le fait. domaine de la sécurité ou dans le domaine de l'environnement euh, pour, euh, pour justement avoir un environnement correct. Je me souviens d'une fois quand j'étais patron du Congo, de Elf Congo et de Total Congo, je me souviens que Marjorie m'avait dit, pour développer un champ, il m'avait dit, tu mets 30% de capex de plus pour faire la réinjection de CO2. Ça représentait quand même 30% du capex initial. Je veux dire par là, on fait des efforts colossaux et malgré ça, on continue à se faire critiquer. Et je Oui, pense oui, que les je mines, suis d'accord. les opérateurs miniers qui gagneront aujourd'hui, ce seront les opérateurs qui seront à même justement de démontrer qu'ils travaillent d'une façon vertueuse, quoi. Tout à C'est fait. surtout ça, quoi. Et, et je C'est rajoute, là qu'on se démarquera. C'est là qu'on se démarquera, c'est là qu'on obtiendra les financements des banques, etc., Messieurs, etc., quoi. je vous remercie beaucoup pour ces échanges très intéressants. Je vous invite à venir demain matin, donc à assister. Bon, mais vous le savez, c'est prévu normalement. Mais nous aurons donc des personnes qui vont expliquer justement comment ça se passe en Afrique, puisque il y aura donc un représentant du ministère des Mines du Sénégal et puis des experts miniers de Guinée et puis également de Zambie. Et donc, ce sera très intéressant de les challenger sur ces sujets, notamment d'un point de vue évidemment business, mais aussi sur les questions de mise en œuvre et notamment les sujets sécurité que vous venez de discuter. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Louis? S'il n'y en a pas, je vous dis, pour ceux qui sont concernés par les business meetings, rendez-vous tout à l'heure à 15h20 heure de Paris ou 15h25 au plus tard pour organiser donc les salles virtuelles et les rendez-vous virtuels physiques aussi qu'il y a ici à Paris en particulier. Je vous souhaite bon appétit, messieurs. Merci beaucoup, messieurs, dames. Et à très vite, donc à cet après-midi. Merci à tout à l'heure.